Michel Barnier, qui nous a donc dit hier soir sur France 2 qu'il n'écartait pas cette possibilité de mettre à contribution, de réclamer un effort national de la part, je le cite, des personnes les plus fortunées et des très grandes sociétés, ce qui revient à dire en creux quand même, a priori, qu'il devrait bien les mettre à contribution. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Bon, qui fait partie de ce club? Je me demandais, parce que quand on parle des plus fortunés ou des riches, qui fait partie de ce club dont parle le Premier ministre? On parle des millionnaires, des milliardaires, de qui, hein? Les classes aisées. Alors les classes aisées, je Alors, je les suis pas sûr appelle que ce soit les les classes aisées. Moi, j'ai le sentiment que c'est Ah bah. encore au-dessus, hein. Non? Ouais. Le problème, David, c'est comment que c'est-il qu'on classe les gens? Ben, c'est ma C'est quoi question, la en fait, défi? hein. Eh ben oui, mais c'est une question terrible, David, absolument terrible, parce que il y a autant de définitions qu'il y a de riches dans l'esprit des gens, et donc le riche c'est toujours le voisin. Si on en Le riche, c'est croit ou celui qui si a on plus que soi. Exactement. Si on en croit la jurisprudence Hollande, bon, bah, un couple de riches, c'est au-delà de 4 000 € par mois. Alors vous avez à deux, donc vous vous souvenez, ça avait fait tout un scandale à l'époque parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'un couple de profs, ça gagnait 4 000 €. Alors les profs, tout d'un coup, se retrouvaient riches. Cela dit, et parce que la richesse est évidemment très relative, mon cousin et ma cousine, qui sont un couple de profs, qui vivent en Seine-Saint-Denis avec effectivement plus de 2 000 € chacun par mois. Ils sont riches par rapport à leur entourage et eux, ils peuvent acheter de la viande et vous avez beaucoup de familles qui en Seine-Saint-Denis ne peuvent pas acheter de viande, par exemple. Donc c'est à la fois affligeant de dire c'est que 4 000 € et à la fois ça recouvre aussi une forme de réalité quand on se compare. Ça prouve aussi l'effroyable pauvreté de la France. Si on s'en réfère à l'Observatoire des inégalités, là je regardais mes petites notes, il faut gagner au moins 7 180 € par mois pour appartenir au 1% des Français les plus riches. Donc on peut dire que si on est dans les 1% des Français les plus riches, a priori, c'est qu'on est vraiment riche. Et selon l'Observatoire des inégalités, ce seuil où on est dans les 1% les plus riches, c'est 7 180 €. David, c'est un seuil affligeant si on se compare, parce que ce n'est pas un seuil de richesse. Pour la Suisse, c'est le salaire médian. C'est à peine si ça ne serait pas le seuil de pauvreté en Suisse. En Suisse, le salaire médian est de 6 500 francs suisses. Je reprends ce que c'est qu'un salaire médian. Vous avez la moitié des gens qui gagnent plus, la moitié des gens qui gagnent moins. Et là, la limite séparative, elle est à 6 500 francs suisses, là où les 1% des Français les plus riches, c'est à 7 180 €. On est à peu près dans l'épaisseur du trait, dans les mêmes ordres de grandeur. Salaire médian en Suisse, définition de Hmm. 1% les plus riches en France. Ça devrait interroger l'ensemble de nos auditeurs et spectateurs. Charles, après, il y a les 1% les plus riches en termes de salaire. Après, moi aussi, j'ai regardé l'Observatoire des inégalités. Mais on ne sait pas qui est visé par Michel Barnier. Est-ce que ce n'est pas les 0,1%? Là, c'est ceux qui gagnent plus de 17 000 € par mois. Est-ce que ce n'est pas les 0,01% les plus riches qui gagnent plus de 55 000 € par mois? Il y a plusieurs nuances de richesse en matière de revenus, parce qu'on parle de revenus, pas de patrimoine. Et là, pour le coup, on ne sait pas qui est visé par Michel Barnier. Non, mais parce que le Premier ministre a pris grand soin de ne viser personne en particulier hier soir dans son intervention. Il est resté suffisamment évasif et suffisamment vague pour à la fois se ménager toutes les portes d'entrée et de sortie sur la fiscalité. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Michel Barnier sache exactement la gravité des finances, de la situation des finances publiques. Je pense qu'il attend un certain nombre d'éléments. Je ne suis pas persuadé qu'il ait une vision extrêmement précise de l'étendue des dégâts, de là où il va pouvoir baisser les dépenses, de là où il va pouvoir augmenter les recettes et de ce qu'il va pouvoir politiquement négocier avec l'Assemblée nationale. Donc Michel Barnier, en homme politique d'expérience, a pris grand soin de ne pas donner des précisions qui seraient de nature à mettre déjà le feu aux poudres, soit de manière économique, soit de manière politique. Donc il a eu des propos extrêmement mesurés, extrêmement sobres. Il a ouvert des portes de manière extrêmement évasive et extrêmement prudente. Donc je vous rejoins, David. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il entend par
super riches, petits riches, méga riches, moyens riches, riches à taxer, etc. Si simplement on réfléchit, on peut raisonnablement penser que si taxation exceptionnelle il y a, elle concernera au moins les 1% les plus riches, ne serait-ce que pour des raisons de justice fiscale. Et vous savez ce que je pense du mot justice fiscale. Quand on emploie le mot justice fiscale, rangez tout de suite vos billets et tous les sous qui dépassent parce qu'ils vont se faire évidemment rapiner et couper. Mais donc ça veut dire hausse d'impôts, hein, justice fiscale, ça veut dire hausse d'impôts. On peut penser que les 1% les plus riches seront évidemment concernés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, effectivement, si on s'en réfère à la définition de l'Observatoire des inégalités, à partir de 7 000 euros par mois, David. On peut penser qu'ils seront touchés. Voilà, c'est pas fait. Peut-être que le Premier ministre pourra faire autrement, mais en tout cas, ça a l'air assez Mm. mal engagé pour ceux qui ont un peu trop de sous. Mm. J'imagine en creux que vous auriez souhaité que l'1% les plus riches aient un salaire plus élevé, d'ailleurs que tout le monde ait un salaire plus élevé. Mais après, et ça témoignait d'une France, vous disiez que peut-être les salaires n'étaient pas assez élevés. Mais en tout cas, quand on regarde le patrimoine, la France, c'est le troisième pays qui accueille le plus de millionnaires en patrimoine, le nombre de millionnaires. C'est une étude UBS, 3 millions et 141 milliardaires. On n'est pas si mal classé, déjà, un. Est-ce que c'est un phénomène mondial aussi ou c'est une spécificité franco-française, les millionnaires? C'est pas une spécificité franco-française, David, c'est le génie français. Et je pèse mon mot, hein, je l'utilise exprès, c'est le génie français. C'est que nous sommes un pays pauvre. Nous sommes un pays en voie d'appauvrissement quand vous regardez les salaires. Et vraiment, j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui veulent réfléchir à ces thématiques, à aller regarder la pyramide des salaires en Suisse, aller regarder les statistiques de la Suisse et de se comparer à la France. Ils parlent français comme nous, ils sont à côté, ils ont même une plus petite population, ils n'ont pas d'accès à la mer, bref, nous avons plein d'autres avantages par rapport à la Suisse que nos amis suisses n'ont pas. Et pourtant, ils sont bien plus riches que nous. Là où nous sommes extrêmement forts, David, c'est que malgré des revenus faibles, nous avons la capacité à créer des patrimoines importants. Pourquoi, David? Parce que nous avons culturellement un très fort taux d'épargne, que le français consomme peu, le français épargne beaucoup. Vous allez aux États-Unis, un Américain, vous prenez une machine à calculer comme ça, vous mettez un truc fluorescent en disant promotion, promotion, super promotion, et le gars il achète même s'il a sa 16e calculatrice. Vous avez des comportements de consommation et de dépenses qui sont très différents aux États-Unis par exemple et en France. Donc on a une très forte capacité d'épargne et cette très forte capacité d'épargne permet de constituer évidemment des patrimoines puisqu'il y a accumulation de capital sur des durées longues. Et ce que j'aimerais bien qu'on puisse évoquer, David, dans cet échange, c'est aussi la manière dont la richesse se crée. Il faut arrêter de parler de la fiscalité, de taxer le méchant riche. Il faudrait aussi s'intéresser aux mécanismes de création de richesse. Et c'est pour ça qu'encore une fois, la Suisse est un excellent exemple, aux mécanismes d'accumulation de capital. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Et il y a un autre chiffre très intéressant, hein, c'est les revenus du capital des gens riches par rapport au reste de la population en France. Vous avez un écart absolument considérable. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre, David. 57% pour les très riches. Les revenus du capital, c'est 57%. Et pour le reste de la population, c'est moins de 5%. Ça veut dire que là, vous avez une partie de la population, qu'on va appeler les riches, qui ont appris à faire travailler l'argent pour eux, alors que le reste de la population continue à travailler pour de l'argent. Et là, vous touchez au cœur même du processus de création de richesse, vous touchez au cœur même du processus d'indépendance financière, et ça, c'est une réflexion qui est complètement absente des échanges. J'entends, mais le reste à vivre n'est pas le même quand vous gagnez 2 000 euros par mois, quand vous en gagnez 10 000, vous le savez ça. C'est plus facile d'épargner quand on gagne plus que quand on dépense tout pour vivre et joindre les deux bouts. Eh bien, c'est faux, David.
Ah. C'est totalement faux. Et si, David, vous aviez été petit banquier comme moi à une époque, vous le sauriez. Alors moi, j'ai eu la chance d'être banquier dans le 16e arrondissement et dans l'un des quartiers les plus chics, pour ne pas dire les plus fortunés Bah euh, de, justement, vous avez un euh, biais. de Vous avez Paris. vous avez un biais. Mais pas du tout, parce que vous allez voir ce que je vais vous dire. Et dans ce quartier, on avait une particularité, c'est qu'on avait absolument les deux extrêmes, puisqu'on avait le personnel de maison surexploité et sous-payé qui avait des comptes en banque, et puis nous avions les très très riches qui employaient ce personnel de maison, pas toujours dans des conditions extrêmement respectueuses ni de la moralité ni de la légalité, et donc là, qui était à l'autre extrême en termes de revenus et de patrimoine et de revenus du patrimoine. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que quand vous validiez les gens à découvert ou que vous regardiez les capacités d'épargne, vous aviez plein de gens très riches qui dépensaient tout ce qu'ils gagnaient ou plus que ce qu'ils gagnaient avec des découverts à la mesure de leurs revenus et de leur patrimoine, et de l'autre côté des employés de maison qui avaient un salaire juste de subsistance et qui pourtant à force d'efforts avaient des épargnes supérieures à leur patron. Et je n'ai pas vu ce cas-là qu'une fois. Je l'ai vu à de multiples reprises. Donc oui, le reste à vivre est différent, mais le comportement d'épargne n'a rien à voir avec votre revenu, David. Bon, Charles, après, on revient sur cette idée de, puisque c'est le Premier ministre qui l'a dit, qui n'écarte pas la possibilité de réclamer un effort national aux plus fortunés. Je suis retombé sur cette étude des politiques publiques qui montre que les très très riches, en l'occurrence, les 75 foyers fiscaux les plus fortunés ont un taux d'imposition global de 26%. Donc proportionnellement, ils payent moins d'impôts que les autres. Et là, on se dit que c'est quand même problématique et ce ne serait pas normal que ce soit corrigé politiquement et fiscalement. Là aussi, écoutez, je ne fais pas partie de ces 75 personnes, David, de très 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 loin, je vous rassure. Je ne vais pas les défendre, mais je vais remettre l'église au milieu du village en vous donnant quelques grandes vérités qui sont importantes. On ne taxe que le revenu. Donc, quand il n'y a pas de revenu, il n'y a pas d'impôt. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec cette étude. Il est évident que la fortune de monsieur Bernard Arnault, le monsieur le plus riche dans notre pays, n'a rien à voir avec les revenus que se verse monsieur Bernard Arnault. La valeur, et là, il y a une confusion absolument majeure entre la valeur des actifs et le taux de taxation des revenus. Vous comparez des choux et des carottes, à savoir un stock avec un flux. C'est d'une débilité intellectuelle, comptable et économique Donc il est confondante. faux, ce chiffre de dire que les 75 foyers fiscaux les plus fortunés ont un taux d'imposition globale de 26%. Il est faux ce Mais c'est chiffre? complètement faux. Parce que dans la manière de comptabiliser là, c'est facile. Vous prenez Monsieur Jacot ou Monsieur Sana, on va avoir des fiches d'imposition relativement simples. Il y a les revenus multipliés par le nombre de mois, multipliés par on est marié ou pas marié, moins les enfants à charge, égale la tête à Toto, le pourcentage, ma tranche d'imposition, blabla. Bon, ça c'est facile. Donc on a nos flux, on impose nos flux, terminé, on a gagné 50, on est imposé sur la base de 11%, 14% ou 30%, bon, terminé, d'accord? Donc ça, c'est facile. Mais quand vous êtes monsieur Bernard Arnault, c'est quoi le flux de revenus de monsieur Bernard Arnault? Mais il est insignifiant par rapport à la fortune de monsieur Bernard Arnault. Si vous commencez à faire rentrer en jeu la fortune de monsieur Bernard Arnault, et bien évidemment, vous arrivez à des taux d'imposition qui, selon les modes de calcul, descendent même à 2%, David. Donc évidemment, vous dites, non mais attendez, Moi, c'est je pense que complètement le taux d'imposition ahurissant. de 26%, il est bien sur le flux de ces foyers-là et pas sur le stock, évidemment. Moi, je pense qu'il Eh est sur le bien, flux. quand il est sur le flux de ce foyer, s'il est sur les flux de ce foyer-là à 26%, c'est totalement impossible avec des revenus qui sont aujourd'hui. Monsieur Arnault n'a plus d'enfants à charge. Donc, de toute manière, c'est extrêmement simple. Si Monsieur Arnault paye 26%, ça veut dire qu'il gagne assez peu, finalement, ce brave homme. Hein, et que, vous savez, sur le revenu en France, il n'y a aucune évasion fiscale possible. Aucune. Donc, il n'y a aucune niche fiscale. Si vous versez 1 million d'euros de flux de revenus, vous ne paierez pas 26%, je peux vous l'assurer. Donc, c'est une impossibilité fiscale dans le système français. Donc, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est parce que là, on introduit des distorsions
attention, dans le calcul, on prend les holdings, on prend des dividendes qui ne sont pas versés, on intègre dans le revenu des choses qui ne sont pas réellement touchées. Et attention, j'insiste, on ne peut taxer que ce qui est réellement perçu. Je conclurai là-dessus, David. Aux États-Unis, il y a une proposition de loi disant « et si on taxait y compris les plus-values latentes ?» Donc, ils sont en train de se franciser, les Américains. Complètement. Alors là, ils sont même en train de se communiser parce que même nous, en France, nous n'avons jamais on y a pensé. Non, pas aussi fort qu'eux. On a presque jamais pensé à taxer de l'argent qui n'avait pas été gagné. Mais là, écoutez, c'est extraordinaire. Je rappelle quand même qu'une plus-value latente, c'est la valeur basiquement de votre maison. Vous vivez dans votre maison, vous l'avez achetée 100 000 euros, elle vaut aujourd'hui 200 000 euros, vous vivez dedans, vous avez 100 000 euros de plus-value latente et on vous ferait payer 25% de taxes sur ces 100 000 euros de plus-value complètement virtuelle et donc vous n'auriez évidemment même pas l'argent pour payer ça, donc vous seriez obligé de revendre votre maison pour payer la plus-value. C'est une proposition qui a peu de chances d'être mise réellement en œuvre. C'est une proposition qui fait très peur. C'est une proposition portée par les démocrates et qui a été plus ou moins reprise par Kamala Harris. Et c'est une proposition qui est de nature à lui faire perdre les élections présidentielles. On en reparlera peut-être. Allez, point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut. Merci David, merci à tous, bonne semaine.